Dans l'actualité ce soir, le président du Faso à la cérémonie marquant le 70e anniversaire du Prytanée militaire du Kadiogo, Roch-Marc Christian Kaboré a présidé ce soir la commémoration officielle de ce jubilé de platine, une cérémonie marquée par la prise d'armes et des décorations comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, ce drame dans la commune de Gawa, 8 personnes d'une même famille perdent la vie dans une intoxication alimentaire. Elles auraient consommé une sauce préparée à base des fruits, plus connue sous l'appellation de fils entier. C'est donc la consternation et la désolation dans le village. Images et témoignages à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, en Alaska, des échanges houleux entre la Chine et les États-Unis. Il s'agit du premier sommet depuis l'élection de Joe Biden. Ses représentants accusent la Chine de menacer la stabilité mondiale. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Sachez donc que le président du Faso préside en ce moment le 70e anniversaire du Prytanée militaire du Kadiogo, Roch-Marc Christian Kaboré, et donc à Camboinsin, placé sous le thème le Prytanée militaire du Kadiogo, 70 ans d'excellence au service du Burkina et des pays amis. La commémoration de cet anniversaire a été aussi marquée par une série de conférences, des actions civilo-militaires, une aide médicale aux populations, une réunion des commandants de Prytanée militaire et une journée de l'ancien enfant de troupeau. Je vous invite à suivre un extrait des adresses du directeur de l'école, mais aussi du ministre en charge de la Défense nationale. On les écoute. Depuis sa création, le Prytanée militaire de Kadiogo a formé plus de 3600 enfants de troupe, de jeunes gens qui ont quasiment tous gardé les plis d'une formation dont on sort rarement indemne. La rigueur, la discipline, la détermination, l'esprit de solidarité et de cohésion dans lesquels ils ont été moulés forgent cette identité en laquelle tous les anciens enfants de troupe se reconnaissent. La cérémonie de ce soir, qui consacre une des activités phares de la célébration du 70e anniversaire du Prytanée militaire du Kadiogo, 70 ans au cours desquels cette école d'excellence a produit pour le Burkina Faso et pour les pays amis des cadres de la haute administration militaire et civile, aussi bien dans le secteur public national et international que dans le secteur privé. La commémoration de ce 70e anniversaire que nous avons placé sous le thème « Le Prytanée militaire de Kadiogo, 70 ans d'excellence au service du Burkina Faso et des pays d'Afrique » a donné lieu à une série d'activités dont des conférences sur des thématiques relatives à la contribution du PMK, au développement socio-économique et à la sécurité du Burkina Faso et des pays amis, aux défis et perspectives de la formation au PMK à l'horizon 2030. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions sur cette information, cette cérémonie donc présidée par le président du Faso. La suite de ce journal, la 19e session du Conseil national de lutte contre le sida et les IST vient de s'achever ce 19 mars à Kosiam. Une session qui a permis d'adopter un nouveau référentiel de lutte contre le sida couvrant la période 2021-2025. À l'ouverture des travaux, le président du Faso a tenu à encourager les acteurs engagés dans la lutte pour l'atteinte des objectifs d'ici à 2030. Explication, Gérard Sommet, Caroline Noiré. Hymne national et vérification du quorum des membres du Conseil et la 19e session peut se tenir. L'orientation des interventions en matière de lutte contre le sida est l'un des objectifs de cette session. La prochaine décennie sera marquée par le défi de l'atteinte des objectifs ambitieux et volontaristes de l'ONU-SIDA, visant à mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030, à savoir 90% des personnes vivant avec le VIH devront connaître leur statut sérologique. 90% des personnes connaissant leur statut sérologique devront avoir accès au traitement contre le virus. Et 90% des personnes sous traitement devront atteindre des niveaux indétectables du VIH dans leur organisme. Je note à ce sujet qu'en dépit des résultats significatifs obtenus dans l'atteinte de ces objectifs, il est impératif d'impulser une nouvelle dynamique.
La validation de la stratégie de gratuité du dépistage, du traitement et du suivi biologique des personnes vivant avec le VIH-Sida est aussi de l'ordre du jour de cette session. Au cours de cette session, nous serons amenés à nous pencher sur les solutions qui permettent de lever les goulots d'étranglement qui entravent l'atteinte du troisième objectif, afin d'être au rendez-vous de 2030. Il s'agit principalement de la stratégie permettant aux personnes vivant avec le VIH d'avoir gratuitement accès à tous les biens et prestations offerts en matière de VIH. L'adoption de cette stratégie de gratuité des soins et du suivi biologique au profit des personnes vivant avec le VIH témoigne une fois de plus de notre engagement à toujours ériger la lutte contre le VIH, le SIDA et les IST au rang des priorités. Depuis 2001, date du début des interventions par le biais de plans quinquennaux, la lutte enregistre des avancées qu'il s'agit à présent de consolider et viser les objectifs du nouveau référentiel couvrant la période 2021-2025. Malgré un contexte difficile marqué par la crise sanitaire et sécuritaire, le secteur privé au Burkina Faso tient toujours la dragée haute. Le point a été fait ce 19 mars au cours du cadre de dialogue État-secteur privé. Les recommandations de la rencontre secteur privé-État de septembre dernier à Bobo-Dioulasso ont été mises en œuvre et on attend une indemnisation des entreprises victimes de l'insurrection populaire de 2014. D'autres décisions avec Sékou Zongo et Fabrice Nébié. L'instance d'orientation pour la promotion des investissements privés au Burkina Faso tient ici sa toute première session de l'année 2021. Une session, faut-il le rappeler, qui se tient dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile pour le Burkina Faso. Et elle se veut un cadre pour définir les stratégies dans le but de desserrer les goulots d'étranglement qui freinent le développement du secteur privé. Représentants de l'État, acteurs du monde des affaires et partenaires au développement évaluent également la mise en œuvre des recommandations et engagements issus de la rencontre nationale État-secteur privé tenue en septembre 2020. À l'issue de cette rencontre, nous avons pu, sous l'égide de son Excellence le Premier ministre, discuter avec les structures d'appui au secteur privé, discuter avec l'ensemble des services techniques des différents départements ministériels, dégager les perspectives pour la prochaine rencontre et bien entendu nous donner rendez-vous pour continuer le dialogue permanent entre le secteur privé et l'État. Pour ce qui est de ce matin, nous avons marqué notre satisfaction pour tout ce qui a, pour toutes les recommandations. En tout cas, nous ne pouvons que remercier le gouvernement, féliciter le gouvernement et remercier le fait que le secteur privé de Burkina Faso est écouté et entendu. Le secteur privé a toutefois formulé d'autres recommandations, notamment l'indemnisation des entreprises victimes de l'insurrection populaire de 2014 et l'institution d'un guichet unique pour les marchés publics. Les prochaines rencontres du dialogue État-secteur privé sont prévues à partir du mois de mai avec des rencontres sectorielles régionales et la rencontre nationale est prévue se tenir les 27 et 28 septembre prochains à Bobo-Dioulasso. Dans l'actualité ce soir, c'est la consternation et la désolation dans un village de la commune de Gawa. 8 personnes sont mortes de suite d'une intoxication alimentaire. Le drame est survenu dans la nuit du 16 mars dernier. Le témoignage sur place à Gawa avec Lambert Souma. Des pleurs par ici, des visages ravagés par la douleur par là. Le village de Dahal Pangara, à environ 22 km de Gawa, pleure ses morts. Le dîner du mardi 16 mars sera fatal à certains membres de la grande famille Palais. C'est dans la nuit de mardi à mercredi qu'ils ont consommé du riz. La sauce était faite des fruits de l'arbre communément appelé finsan. C'est le lendemain matin que certains ont commencé à manifester des malaises et des vomissements. Le Bligia sapida, ce sont les fruits de cet arbre qui se sont retrouvés dans les marmites des victimes. La consommation des fruits non mûrs de cette plante serait toxique selon certains habitants. 3 personnes sont décédées au domicile familial, 2 autres au CSPS de Oli et d'autres morts ont été enregistrés au CHR de Gawa. Il s'agit probablement d'une intoxication alimentaire qui aurait emporté 8 personnes de la même famille.
Actuellement, des prélèvements ont été faits et des investigations sont en cours afin d'élucider vraiment les causes exactes de cet incident vraiment malheureux. En octobre 2020, une intoxication alimentaire avait déjà fait 9 morts dans la commune de Malba. Autre actualité, à Kolo, dans le Naouri, les engagements nationaux et des programmes d'urgence viennent de réaliser un CSPS, un dispensaire entièrement équipé et qui a coûté plus de 200 millions de francs CFA. Son inauguration est intervenue ce 18 mars en présence de Daouda Ouattara et de Aimé Solange Guigma. La population de Kolo dans la commune rurale de Thiébélé est en liesse. La raison, le village dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale. Une infrastructure qui a vu le jour grâce à une fille de la localité en la personne de Bienvenue Ourougou. J'ai juste eu l'opportunité à un moment donné de m'approcher des plus autres autorités pour demander. Mais si aujourd'hui c'est une réalité, c'est surtout grâce au chef de l'État. Tout ce que nous pouvons dire ce matin, c'est un merci. Avant, quand tu tombes malade, il fallait te déplacer à Bungu ou bien à Thiébélé, distant de plus de 10 km. Mais aujourd'hui, avec ce CSPS, nous savons que, en tout cas, nous allons soigner nos malades à côté. Nous allons dire merci à notre sœur, fille bienvenue, qui a allé plaider auprès du président du FASO, qui a accepté de venir construire ce CSPS-là. En tout cas, il les remercie beaucoup pour ce qu'ils ont fait pour les femmes de Kolo. Le CSPS a été réalisé et équipé par le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence à hauteur de 200 millions de francs CFA. C'est l'occasion pour nous de nous associer aux populations pour exprimer la gratitude du gouvernement, profiter de l'occasion pour transmettre au chef de l'État leur reconnaissance et souhaiter que cette infrastructure-là soit entretenue, bien sûr qu'elle soit fréquentée. Rapprocher les soins de qualité à la population et offrir un meilleur cadre de travail et de séjour aux agents de santé et aux patients, c'est tout l'intérêt de cette action à Kolo. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, signe une convention avec l'Union des transfrontalières des collectivités territoriales Sikasso Korogo et Bobo Dioulasso. Le partenariat va permettre de financer des projets prioritaires pour la sous-région. Son montant, 354 millions de francs CFA. Mais quels sont les projets dans les détails qui seront financés? On en parle avec Karim Sissé. C'est un acte qui marque le démarrage des activités de la Convention de subvention pour la mise en œuvre du programme régional d'appui à la décentralisation financière de l'UEMOA phase 2. En jetant donc les bases de ce partenariat, la France, à travers son Fonds de solidarité et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, entendent regarder dans la même direction en termes de financement des projets prioritaires de l'espace Escabo. Nous voici donc engagés ensemble pour la mise en œuvre d'une nouvelle phase des activités du produit à travers une nouvelle subvention de 354 millions et va contribuer ainsi à améliorer l'accès à l'eau potable. Je suis très content de ce qui a été fait, très content de cette action en commun et la main dans la main avec le CCT de l'UEMOA. Et on va continuer parce que je crois qu'on fait œuvre utile et qu'on rend service aux populations. Depuis sa création en 2016, l'Union transfrontalière des collectivités territoriales, Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso, a plusieurs réalisations à son actif. À 4 ans, il y a eu 20 forages réalisés, 10 dans la commune de Woleni au Burkina Faso et 10 dans la commune de Loloni au Mali. Ensuite, il y a eu une voie, c'est-à-dire une piste entre la commune de Loloni et Woleni. Et il y a eu bien sûr l'étude de la piste Tengrela en Côte d'Ivoire, Fakola au Mali. L'Union transfrontalière des collectivités territoriales Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso regroupe les régions de Sikasso au Mali, du Poro, de la Bagué, du Folo et du Tchonkolo en Côte d'Ivoire et celle des Cascades et des Hauts-Bassins au Burkina Faso.
Autre partenariat, celui que vient de sceller l'université de Koudougou Norbert Zongo avec l'Institut Istapem. Ces deux établissements supérieurs souhaitent mutualiser leurs ressources pour la formation de leurs étudiants. La signature de convention est intervenue ce 18 mars à Koudougou en présence de Césaire Carfo et de Vincent Tiendrebeo. Istapem, Institut supérieur des technologies appliquées et de management 6 à Ouaga 2000, et l'université Norbert Zongo de Koudougou, désormais liés par un accord de partenariat. Les présidents des deux institutions d'enseignement supérieur signent ici une convention qui formalise ce partenariat. Dans cette convention, l'essentiel c'est pour nous d'abord la mobilité estudiantine et des enseignants et aussi le partage d'expériences et aussi à partir de la technologie, comment on peut aider, chacun peut s'aider pour aider les étudiants qui vont être formés à être meilleurs que quand ils n'étaient pas encore à Istapem par exemple. On produit beaucoup de jeunes qui sont là, qui tournent en rond, mais avec la conjugaison des compétences, avec la conjugaison des connaissances, nous pensons pouvoir donner à ces jeunes-là des moyens pour se prendre en charge, aussi bien dans les entreprises que seuls. À travers cette convention, c'est la coopération entre le public et le privé qui est magnifiée, donnant lieu à une mutualisation des ressources et des compétences dans l'objectif de doter le Burkina Faso de ressources humaines de qualité. Nous voulons occuper une place dans le monde de la formation universitaire en Afrique. Et l'université Norbert Zongo et bien d'autres universités nationales pourraient nous aider à occuper cette place. Et nous ambitionnons véritablement révolutionner la formation de l'enseignement supérieur au Burkina. Séance tenante, les deux parties s'engagent à des revues périodiques pour faire régulièrement le point de leur coopération et pour s'assurer que cette convention ne reste lettre morte. Et dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, il faut compter désormais avec le projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel, en abrégé Prévi. Un projet de l'Association des jeunes pour le développement du Sahel et du Centre diocésain du Burkina Faso, soutenu par l'ambassade des Pays-Bas au Burkina. Le projet vient d'être lancé ce 18 mars en présence de Sékou Zongo. Il se veut un instrument de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. Le Prévi, le projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, est ainsi lancé pour rompre la chaîne d'incitation à la haine dans les zones fortement impactées par la crise sécuritaire au Burkina Faso. Tout ce que nous pouvons faire pour que cette tendance-là s'arrête, elle est salutaire parce que c'est non seulement la sécurité qui revient, mais c'est aussi la cohésion qui revient à la maison. Ces jeunes-là ont commis des actes contre leur propre communauté, contre leur voisinage, contre des gens de leur village et contre leur patrie. Il va falloir qu'on trouve un moyen. Le plus important, qu'on écoute la jeunesse. Beaucoup de projets ont été déroulés déjà, mais ce sont des projets pour les jeunes, pas avec les jeunes. Et je pense que ce projet est aussi avec les jeunes. On doit écouter les jeunes. Le Prévi est porté par le consortium Centre diocésain de communication et Association Jeunesse pour le développement du Sahel. Il est essentiellement axé sur la sensibilisation des jeunes et des femmes sur les dangers de la radicalisation. Cela va se passer par des actions de communication à travers les médias, mais aussi les activités communautaires et d'éducation. Nous allons essayer aussi de proposer des activités de résilience à travers les activités génératrices de revenus. Le projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel Prévi bénéficie du soutien du Royaume des Pays-Bas à hauteur de 700 millions de francs CFA. Il couvre 16 communes des 3 régions pour une durée d'exécution de 36 mois. De son côté, le programme Autonomisation des jeunes en Afrique de l'Ouest est au rapport. Les membres de son comité de pilotage étaient réunis ce 18 mars pour un bilan des activités de 2020. Le point avec Sébastien Zongo. Troisième session du comité de pilotage du programme d'autonomisation des jeunes en Afrique de l'Ouest. Il s'appuie sur 4 composantes qui concernent la vie des jeunes, notamment le droit à la santé sexuelle et reproductive favorable aux jeunes
éducation, autonomisation économique et sociale. Dans la commune de Manga, nous pouvons dire que beaucoup d'activités ont été menées dans le cadre de ce projet. Le plus récent que je peux citer, c'est la nuit de l'excellence du jeune entrepreneur qui permet chaque année de récompenser plus d'une centaine de jeunes ayant des projets porteurs. Représentants de l'administration publique, de la société civile, du secteur privé et des collectivités territoriales concernées par sa mise en œuvre sont à cette rencontre pour faire le point des activités déjà menées et pour envisager celles à venir. Les projets, s'ils ne sont pas bien encadrés, ils peuvent faire beaucoup de bruit, mais ça ne donne pas grand-chose. Donc ce que nous souhaitons, c'est que les membres du comité de pilotage soient stricts dans le regard qu'ils font par rapport à ce que donne le projet comme résultat et ils donnent des orientations pour que ce projet se termine avec un impact important sur la jeunesse du Burkina. Ce programme sur 4 ans, en œuvre depuis 2018, est absent dans seulement 3 régions du pays, le centre, l'Est et le plateau central. Nous avons donc 78%, 77,9% de la population qui a moins de 35 ans. Et toute activité qui s'adresse donc à l'endroit des jeunes doit être captée. Ici, nous avons donc une ressource de près de 1,2 milliard qui sont donc financées donc par l'ambassade du Danemark pour accompagner l'autonomisation des jeunes. Donc c'est très important pour nous de pouvoir capter donc ces ressources-là. La mise en œuvre du programme Autonomisation des jeunes en Afrique de l'Ouest concerne 3 autres pays, le Bénin, le Mali et le Togo. Et puis le ministre de la Communication holistique, Ousseini Tamboura, était dans les locaux de l'Institut en fin de matinée de ce vendredi pour s'imprégner des masterclass ISTIC 2021 qui sont des moments de pratique professionnelle par excellence. L'ISTIC qui forme des professionnels des médias au Burkina Faso et de la sous-région. Solange Guigman. Des stagiaires en section technique et programmes en situation réelle d'apprentissage, en radiodiffusion, télévision, presse écrite, presse en ligne et communication. Bienvenue au masterclass de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Des masterclass organisés autour de la production dans les médias, de l'exploitation des équipements de production et de la communication événementielle et institutionnelle. Si vous allez dans un établissement de formation, vous ne faites que la théorie, on ne vous montre pas qu'est-ce qu'il faut faire en pratique. Après, quand vous allez retourner dans votre organe de presse, vous aurez des problèmes énormément pour appliquer ça. Je crois que c'est un peu pour ça qu'on a pensé au masterclass pour les permettre de voir s'ils ont compris réellement la théorie qu'on leur a dictée en classe. Le ministre de la Communication, à travers cette visite, entend toucher du doigt cette pédagogie fondée sur la pratique, la professionnalisation et les défis actuels de l'ISTIC. Je considère que c'est une école qui est à jour, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de défis. J'ai pu noter avec le directeur général de l'ISTIC que l'ISTIC a des défis de développement, se doter d'un nouveau siège, faire en sorte que les équipements didactiques ou pédagogiques soient les plus suffisants possibles. Et j'ai noté aussi donc que c'est une école qui a envie de devenir une école sous-régionale. Et en tant que ministre de tutelle technique, je ne manquerai pas d'apporter mon soutien. Au total, 40 encadreurs programmés de façon rotative assurent le coaching des 112 stagiaires de manière à ce que chaque stagiaire puisse pratiquer toutes les activités dédiées au masterclass de sa filière de formation. L'ONG WaterAid Burkina Faso et ses partenaires ont réalisé une étude pour évaluer le niveau de prise en compte des services sociaux de base, eau, assainissement, éducation, santé dans la loi de finances 2021 au Burkina Faso. Ce matin, l'ONG a réuni ses partenaires mais aussi d'autres acteurs pour la restitution de l'étude. Une étude qui servira de cadre pour un plaidoyer. Abdelaziz Adibou. Les chiffres sont très éloquents. En 2019, seulement 23% des Burkinabés avaient accès à l'assainissement. Le taux d'accès à l'eau potable à l'échelle nationale, lui, était de 75% à la même année. Au regard de ces données jugées encore faibles, WaterAid et ses partenaires de Sprong et de Children Believe plaident d'une seule voix pour plus d'investissement dans le domaine.
Le consortium s'est voulu plus pragmatique en commanditant une étude d'évaluation du niveau de prise en compte des services sociaux de base que sont l'eau, l'assainissement, l'éducation et la santé dans la loi de finances 2021. Une étude qui fait l'objet d'amendements et de validation par ces différents acteurs issus des différents domaines impliqués. L'étude en tout cas a révélé que les autorités publiques donc, du Burkina ont pris, j'allais dire, à bras le corps en termes d'engagement, l'adressage donc des secteurs sociaux. Mais quand on regarde les analyses budgétaires, il y a quand même des contrastes qui se dégagent en dehors du secteur de l'éducation, qui a vraiment bénéficié donc d'allocations assez importantes. Dans l'atelier, donc, nous allons avoir les résultats de cette étude, voir dans quelle mesure est-ce que donc, le budget de l'État prend en compte les services sociaux de base et comment est-ce que nous pouvons donc travailler. L'objectif, c'est d'avoir des évidences afin de pouvoir influencer positivement la politique de l'État en matière d'allocation des ressources. Un rôle de veille bien apprécié par le département de l'eau et de l'assainissement, ici représenté. C'est vraiment un travail d'accompagnement qu'ils font depuis longtemps et que le gouvernement reconnaît. C'est vrai, il y en a qui peuvent entrevoir en cela peut-être une façon de critiquer l'action du gouvernement, mais nous, on voit en cela une interpellation. L'eau, l'éducation, la santé, tout le monde reconnaît que c'est la base de tout. L'étude a été réalisée avec l'appui financier de l'Union européenne. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 2016-2021 de l'ONG WaterAid. Un mot de culture dans ce journal, un panel pour discuter de l'art et de la culture comme facteur de résilience. C'est une activité voulue par les FAMA, les Faso Music Awards, en partenariat avec l'université Joseph Kizerbo. Et ce sont d'éminents chercheurs et enseignants d'université et hommes de culture qui ont échangé sur le sujet. Des détails avec Amadou Marcelto. Art et culture comme facteur de résilience, c'est le thème de ce panel organisé en marge des Faso Music Awards, dont l'objectif est de faire des arts et de la culture les meilleurs remparts contre les crises. Nous avons estimé qu'au regard de ce contexte national, il était bien de créer un cadre de réflexion, c'est-à-dire l'art et la culture comme facteur de résilience. Qu'est-ce que nous entendons par cette thématique? Comment l'art et la culture peuvent nous aider à faire face donc au traumatisme que nous vivons au quotidien. Et pour aider à mieux comprendre le rôle et la place des arts et de la culture dans les situations de crise, 5 panélistes, tous d'éminents hommes de culture et de lettres, pour des exposés qui passent de la création et l'engagement artistique à la construction d'une identité nationale, en passant par la réinvention de la culture burkinabé. Moi, je reste convaincu que la meilleure forme de résistance, là, c'est de nous appuyer sur la culture, mais sous plusieurs formes. Il y a les expériences artistiques, la musique, la chanson, les arts plastiques, la littérature qui peut servir. Mais il y a aussi les valeurs culturelles qui sont en rapport avec notre identité. Qu'est-ce que nous sommes? On a vu que c'est dans cette période aussi qu'on a pu consommer les œuvres d'expression nationale de façon exponentielle. La 8e édition des FAMA, au-delà de la cérémonie de récompense des professionnels de la musique burkinabé, ouvre ainsi une brèche pour la réflexion. Un concert live est également au programme ce vendredi au sein de l'université Joseph Kizerbo. Quant à la soirée de distinction, elle a lieu ce samedi 20 mars. Pour refermer cette édition, États-Unis versus Chine, le face-à-face diplomatique glacial en Alaska, des échanges houleux entre la Chine et les États-Unis. Il s'agit du premier sommet depuis l'élection de Joe Biden. Ces représentants accusent la Chine de menacer la stabilité mondiale. Regardez. Anchorage, en Alaska, le lieu du premier face-à-face entre la Chine et les États-Unis depuis l'élection de Joe Biden. Température polaire pour une réunion de 2 jours tout aussi polaire. Les actes de la Chine menacent l'ordre fondé sur des règles qui garantissent la stabilité mondiale, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken à son arrivée. J'entends une profonde satisfaction quant au retour des États-Unis au engagement avec nos alliés et nos partenaires sur la scène mondiale. J'entends également une profonde inquiétude quant à certaines des actions que votre gouvernement entreprend, a-t-il dit.
Les Américains comptaient soulever tous les sujets qui fâchent et ils sont nombreux. Ils les ont énumérés ces derniers jours. La répression des musulmans ouïghours du Xinjiang, qu'ils qualifient de génocide, la reprise en main de Hong Kong, les tensions autour de Taïwan ou du Tibet, les violations des droits humains, la militarisation de la mer de Chine méridionale, les pressions économiques et les pratiques commerciales indues, le vol de propriété intellectuelle, l'absence de transparence sur l'origine du Covid-19. Le chef de la diplomatie chinoise a répondu avec colère en demandant aux États-Unis de cesser de promouvoir leur propre version de la démocratie à un moment où les États-Unis eux-mêmes sont secoués par le mécontentement intérieur. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.